Paris Saint-Germain, Nancy contre Auxerre, Lorient contre Lens et 3 rencontres qui opposent des équipes de haut de tableau à celles qui luttent pour assurer le maintien. Toulouse-Lyon, Marseille-Metz et Bordeaux le leader contre Le Havre. Bonsoir, c'est un jour de foot magnifique que nous allons vivre ensemble avec, vous l'avez vu, toutes les équipes de tête qui sont en piste ce soir. Un match cependant manquera à l'appel, c'est Sochaux-Monaco. La rencontre a été reportée au mieux à demain. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Dans un instant, nous irons à Bastia pour le premier choc de ce jour de foot entre Bastia et le Paris Saint-Germain. Mais nous allons débuter, une fois n'est pas coutume, par la deuxième division et par le match au sommet qui opposait tout à l'heure à 18h Saint-Etienne à Troyes, les deux leaders du championnat, les deux équipes qui se partagent la première place, les Stéphanois ne devançant les Troyens qu'au bénéfice de la différence de but. Alors comme d'habitude, il y avait énormément de monde ce soir au stade Geoffroy Guichard, près de 36 000 spectateurs. On a joué à guichet fermé et on va retrouver les Verts à l'attaque avec Christophe Robert. Nous jouons depuis 8 minutes, Weber qui sort, une reprise de Bertrand Fayol et le gardien troyen Weber qui dans un deuxième temps a repoussé une nouvelle fois la frappe de l'attaquant stéphanois. La réaction troyenne au bout de 20 minutes de jeu avec Samuel Lobé, le joker des joueurs de l'Aube. C'était son premier match sous le maillot troyen. Samuel Lobé, il s'est heurté à Alonso. Toujours les Verts à l'attaque avec ici Kader Ferraoui qui file sur le côté droit. Un centre de Ferraoui qui passe devant la ligne de Weber. Personne pour pousser ce ballon au fond des filets. Toujours 0-0 entre Saint-Etienne et Troyes, c'est le score à la mi-temps. Et en seconde période, on va retrouver une équipe de Saint-Etienne qui attaque, qui va se créer encore une occasion grâce à Revel. Encore un bon arrêt de Weber, mais les Troyens ont été également dangereux. Avec en particulier ici Ahmed qui se retrouve en face à face avec Alonso qui frappe, Alonso qui repousse. Les Stéphanois se dégagent, ce sera la dernière occasion de cette partie. 0-0, c'est bien entendu un très bon résultat pour les Troyens, même si les Verts, bien entendu, vont conserver au bénéfice de la différence de but toujours la première place du classement. Alors puisqu'on est dans la deuxième division, on va tout de suite en profiter pour découvrir tous les résultats de cette 22e journée de D2. Et vous le voyez, Guignon a battu Beauvais 1-0 grâce à un but contre son camp de Bouzin à 20 minutes de la fin. Le derby du Nord se solde par un match nul avec 2 buts dans les 5 dernières minutes. C'est Valois qui avait ouvert le score pour le LOSC. Oudjani à la 86e a égalisé pour Wascal. Nice-Caen 0 partout. Laval arrache le nul sur son terrain face à Niort 1 partout. Bossis avait ouvert le score mais Chaouche à 10 minutes de la fin égalise pour les Lavallois. Ajaccio-Sedan 2 partout. Perchaud et Burle pour les Corses. Ndiefi 2 fois pour les Sedanais. Carton pour Nîmes face à Cannes, 4-1. Escudé avait ouvert le score pour les Cannois, mais l'Empereur, Vossalo 2 fois et Sacco ont permis aux Crocodiles de l'emporter. Surprise, la défaite nette de Châteauroux à Amiens, 3-0, avec Chalier, François et Desgeorges. Colli, le capitaine Castelroussin, ayant été expulsé à la mi-temps alors que le score était de 0-0. Valence, grâce à Delamontagne et Angeletti, Guingamp 2-0. Et puis Crucé, à 8 minutes de la fin, permet au Red Star de battre Le Mans 1-0. C'est une victoire très précieuse pour les Odoniens. Alors Jérôme Brevon va nous lancer également le classement de cette deuxième division. Donc Saint-Etienne et Troyes, c'est du statu quo, mais c'est plutôt une mauvaise opération qu'ont fait les Verts ce soir. Les Guignonnais qui ont gagné, gagnent un petit peu du terrain. Ils occupent toujours la 3e place, synonyme de première division pour l'instant. Puis en bas de tableau, il n'y a pas de changement non plus. Ce sont toujours Valence, Amiens et Nice qui se trouvent dans la situation difficile, qui serait synonyme de descente en nationale. Mais il y a encore pas mal de chemin à faire dans ce championnat de deuxième division. Allez, on passe à la D1 maintenant avec, je vous le disais, un match très attendu, c'est Bastia Paris Saint-Germain. Les deux équipes ne sont pas merveilleusement placées, elles sont tout de même dans la première partie du classement, mais le déplacement en Corse du club de la capitale, c'est toujours un moment particulier. Alors ça, c'est le contexte. J'ajouterai que les Parisiens n'ont plus perdu depuis 5 rencontres, et puis que les Bastiais, eux, sont particulièrement bons chez eux. Bordeaux, Marseille, Monaco plutôt, et puis dernièrement Lyon ont été battus à Furiani. Le stade de Furiani, on va retrouver tout de suite en direct Cyril Linette qui est donc en Corse. Salut Cyril.
Bonsoir Hervé, effectivement ce match entre Bastia et le Paris Saint-Germain, c'est un match particulier aussi pour Laurent Fournier, puisque Fournier retrouvait Arthur Georges. Laurent Fournier c'est 6 ans au Paris Saint-Germain, dont les 3 premières années avec Arthur Georges, donc c'est un peu comme Paul Le Guen qui était venu avec Rennes face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes il y a quelques semaines. C'est un peu le maître qui se déplaçait du côté de l'élève. On va voir tout de suite ce qui s'est passé avec ce résumé préparé par Paul Elkaïm et Théo Schuster. Et un début de match que craignaient les Parisiens qui s'attendaient à une furia bastiaise en ce début de rencontre, qui s'attendaient à souffrir terriblement, et ça se confirme, le PSG a beaucoup de difficultés à sortir le ballon. D'accord, est-ce que Laurent peut avoir quelque chose? Et un ballon pour les Bastiais avec Frédéric Ney ici qui ouvre le score après simplement 2 minutes. Donc confirmation de ce début de match que les Parisiens s'attendaient à vivre difficilement, puisqu'après simplement 2 minutes, un ballon perdu par Okocha, une bonne remise de Mazoncini, Verhont c'est trop court, André pour Ney après 2 minutes. Scénario idéal pour Bastia puisque Frédéric Ney ouvre le score. Il est dans une belle série. Ney marque son 7e but de la saison et son 6e but en 7 rencontres. La joie de Mendy. Bastia mène d'entrée dans ce match 1-0. Les Bastiais dans une situation idéale, celle du contre, et les Parisiens obligés de se réveiller très vite avec un centre ici. Souma qui essaie de se dégager, la sortie de Durand et puis duel entre Verhont et Durand. Les deux hommes vont rester au sol quelques minutes, mais celui qui a pris un coup, c'est bien Christian Verhont, le défenseur du PSG, qui a pris un coup, non pas de Durand, mais de Frédéric Mendy. Verhont va disputer la première mi-temps en boitillant. Les Bastiais tranchants et les Parisiens qui peu à peu exerce le monopole du ballon avec Okocha, Marco Simone, l'accélération de Simone, la frappe de Simone qui n'a plus marqué depuis 3 rencontres en championnat, frappe non cadrée, mais peu à peu le PSG inquiète Laurent Fournier et se rapproche des buts bastiais. On retrouve les Parisiens avec un nouveau long ballon vers Okocha, un ballon qui semble un peu long, mais la technique d'Okocha va faire la différence, regardez bien. Voilà comment il élimine Patrick Valéry, sert Janowski, le PSG joue plutôt bien. Janowski qui est passé, qui centre, ça file devant le but de Durand. Mais le PSG, encore une fois, à un rythme relativement lent, c'est vrai, monopolise le ballon et domine cette rencontre. Ballon pour Simone, on sent les Parisiens capables de revenir, capables de réagir. Nouvelle accélération de Pierre Ducrot, nouveau centre de Ducrot, reprise de Nicolas Wedek. Wedek faisait son retour dans l'équipe du PSG après avoir manqué 4 matchs suite à une blessure et puis aussi un problème de confiance. Wedek n'a toujours pas marqué cette saison. Ballon pour les Bastiais. Paris domine, mais Bastia est saignant en contre. Bastia est saignant dans les duels, comme ici Pierre Laurent qui a mis la pression. Algerino qui relance mal, ça profite à Clayton, le centre de Clayton, et c'est encore Frédéric Ney qui prend le dessus sur une défense centrale parisienne un peu statique, des Parisiens privés de Goma ce soir. Ney qui réussit à prendre ce ballon de la tête piquée qui ne passe pas très loin du but de Lama. Un corner ensuite pour Bastia, frappé par Clayton, repris par Pierre Laurent. Une belle combinaison, sans doute travaillée à l'entraînement, mais le PSG est toujours mené 1-0 et le PSG continue de dominer. Mazoncini, ballon pour les Bastiais avec Clayton, le PSG est en place, Bastia contre et contre bien avec Pierre-Yves André, centre de Pierre-Yves André, Frédéric Ney parvient à se retourner et à inscrire le 2e but juste avant la mi-temps. La joie de Laurent Fournier, chaos parfait pour Bastia. Paris a dominé, on l'a dit, sans se montrer vraiment dangereux. Bastia a contré quelques fois, s'est créé les meilleures occasions et signe un 2e but juste avant la mi-temps. Superbe travail d'André qui était déjà sur le premier but de Frédéric Ney. Doublé pour Ney qui a donc inscrit 7 buts en 7 matchs et qui marque son 8e but de la saison. André en est à 9 et Bastia a une superbe paire d'attaquants. Ça se passait quasiment dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Ça a le don un petit peu d'énerver les Parisiens. André était victime d'une contracture avant ce match. Là, il produit un effort sans doute un peu trop intense. Il est repris par Yasser, mais coup dur pour Bastia parce qu'André devra sortir. Derrière, altercation entre Frédéric Mendy et Marco Simone. L'an dernier, Marco Simone avait eu des mots un peu déplacés à l'égard de Mendy. Mendy s'en souvenait. Fin de première mi-temps un peu chaude et pour Pierre-Yves André, coup dur. Donc, il est out jusqu'à la trêve, victime d'une déchirure. Autre blessé, Verhont, qui ne s'est pas remis du coup, lui, reçu par Mendy. Pas mal de changements à la mi-temps. On a aperçu Carotti et le PSG mené 2-0 avec Okocha qui avait joué ce coup franc contre Bastia. Frédéric Ney n'est pas hors jeu. Il est parti de son propre camp. Il est en route vers un triplé. Ney, finalement, il est un petit peu repris par la défense parisienne. Et Lama parvient à s'interposer. Le PSG continue de dominer, mais autant les Parisiens étaient relativement dangereux en première mi-temps, autant c'est très poussif en deuxième mi-temps. On ne sent pas les Parisiens capables de revenir. Coup franc d'Okocha, coup franc lointain, sans trop de conviction. Mais le PSG est trop statique, le PSG joue arrêté. Peu d'appels, peu d'espace et finalement peu d'occasions. Si ce n'est sur coup de pied arrêté, encore un pour Marco Simone. On est déjà dans les toutes fins
dans la toute fin de cette rencontre. Coup franc de Simonet, ça rebondit devant Durand qui s'est interposé. On le voit, aucune véritable réaction de la part du PSG après le deuxième but Bastia. Rien en deuxième mi-temps et on en reste à 2-0. On a quasiment rien vu en deuxième période. Les Bastiais ont géré et ils ont géré très habilement, même si Durand doit de nouveau s'interposer ici et Kokocha derrière va tenter d'armer sa frappe. C'est brouillon de la part du PSG. C'est un petit peu décevant. Le PSG n'avait pas marqué à Marseille, il n'avait pas marqué contre Toulouse, il ne marque pas ce soir. Et si Paul Le Guen avait donc perdu contre Arthur Georges au Parc, Laurent Fournier lui a gagné. Belle victoire de Bastia, méritée sur le score de 2-0. Et c'est la deuxième défaite du Paris Saint-Germain sous les ordres de Arthur Georges et 7e victoire à domicile pour les Bastiais. On va retourner dans les couloirs du stade de Furiani pour retrouver aux côtés de Lucien Dabila quelqu'un qui a débuté la saison comme joueur au Paris Saint-Germain, qui est maintenant l'entraîneur des Bastiais, c'est peu commun. Laurent Fournier, bonsoir. Bonsoir. Alors Laurent, vous les connaissez par cœur, hein, les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous a aidé ce soir ? Un petit peu, ouais, je savais comment ils allaient jouer, donc je me suis basé là-dessus. Mais je crois que c'est surtout les joueurs de Bastia qui ont fait preuve de bonne volonté pour pouvoir arriver à ces fins. Laurent, ce soir, vous étiez, je crois, plus tendu qu'à l'accoutumée. Vous n'avez pas vraiment souri, vous étiez vraiment. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup plus tendu. Oui, c'est vrai, je crois que c'était un peu un challenge. Je pense que Bastia méritait de gagner à Nantes la semaine dernière avec les occasions qui s'étaient créées. Et c'est vrai que pour remonter au classement, il nous fallait à tout prix une victoire. Donc c'est surtout pour ça. À vous qui connaissez bien sûr parfaitement Arthur Georges, est-ce que vous aviez une tactique pour contrecarrer un peu cette équipe parisienne? Est-ce que vous aviez un peu votre idée par rapport à son jeu, puisque vous connaissez parfaitement sa tactique? Non, je crois que j'avais demandé aux joueurs de jouer haut et s'ils avaient des problèmes de balancer et de sortir. Donc avec de la volonté, ils y sont arrivés. Alors là maintenant que vous arrivez bien sûr à gagner relativement facilement ici à domicile, le problème c'est toujours un peu l'extérieur. Quelles sont les véritables ambitions de Bastia? On a parlé depuis le début de la saison d'ambition européenne. Est-ce que vous croyez vraiment que Bastia peut être européen à la fin de cette saison? Oui, je le pense. Oui, je le pense. Oui, je le pense. Je pense que si on arrive à faire un ou deux coups à l'extérieur, on pourra être européen en fin de saison. Donc j'espère qu'on va y arriver. Merci Laurent. Merci Lucien, bravo Laurent pour vos résultats en tout cas. Deuxième rencontre de ce jour de foot, c'est Nancy contre Auxerre. Nancy qui retrouve son stade Marcel Picot après 2 rencontres disputées à l'extérieur. Et si les Nancéens gagnent ce soir, eh bien, ils rejoignent tout simplement les Auxerrois et du coup intègrent pour de bon le milieu de tableau. Alors battre les Auxerrois, c'est faisable lorsqu'on les reçoit puisque les hommes de Giroud n'ont encore jamais gagné hors de chez eux. On retrouve tout de suite Stéphane Guy au stade Marcel Picot. Température agréable ce soir à Marcel Picot, terrain en parfait état. Les accessoires de Soufiane Koné, de Bernard Diomède sont donc superflus. Koné et Diomède qui avaient été les grands acteurs du match aller, gagné par Auxerre 3-2. Koné avait marqué son premier but en D1 et Diomède avait réussi ses 2 et de seuls buts de la saison. Christophe Bastien, lui, avait réussi un pénalty. Il est le premier à se mettre en évidence dans ce match avec cette reprise de volée sur un centre de l'Écluse. La réplique auxerroise est immédiate. Cyril Jeunechamp qui écarte vers Stéphane Carnot, l'appel de balle de Bernard Diomède qui est servi dans les 18 mètres, il tente un petit piqué et Frédéric Roux, le portier nancéen, ne se laisse pas surprendre sur l'inspiration du champion du monde qu'on a retrouvé très en forme ce soir, Bernard Diomède. Le danger qui va d'un but à l'autre en une première mi-temps très haletante. Laurent Moracchini qui décale, Christophe Bastien qui prend sa chance des 25 mètres, une frappe terrible qui ne passe pas si loin de la lucarne des buts défendus par Fabien Coll. Une frappe terrible donc de Christophe Bastien. Et là encore, la réplique auxerroise arrive de suite avec Steve Barlessel face à Frédéric Roux qui a juste le temps de se replacer pour sortir cette frappe de Thomas Degnaud. Frédéric Roux, une magistrale claquette décisive en 2 occasions. Fabien Coll énervé avec raison, coup franc de Nasserwa, la tête de Mehdi Ménéry à quelques secondes de la fin de la première période. Le premier but en première division de Mehdi Ménéry qui découvre le haut niveau cette saison, lui qui est l'un des symboles de la formation nancéenne. Laszlo Bologna à la pause garde son calme parce qu'il sait que les Auxerrois ont les moyens de réagir, qu'ils sont sur le retour de la forme, à l'image de Thomas Klose, encore une fois l'un des meilleurs Auxerrois ce soir et qui se heurte une nouvelle fois à l'impeccable, à l'infranchissable Frédéric Roux. Soufiane Koné fait parler sa puissance sur cette action, il décale Samuel Viard
qui ne peut cadrer sa reprise. Une action donc initiée par Soufiane Koné qui devrait re-signer pour 5 ans avec l'AS Nancy-Lorraine. Un contrat qui irait donc jusqu'en l'an 2003. Les Auxerrois qui ne parviennent pas à bousculer véritablement la défense nancéenne dans cette deuxième période, qui bute sur la défense centrale, même si cette frappe de Stéphane Carnot vient rappeler qu'il est possible, malgré tout de loin notamment, de trouver l'ouverture. Frédéric G pour Bernard Diomède. Bernard Diomède qui prend sa chance de loin, c'est une des solutions en effet pour les Auxerrois, et un ballon qui est contré par Vincent Ognon en corner. Les Nancéens qui tentent de doubler leur avantage dans cette deuxième période. Christophe Batien s'est échappé sur son côté. Samuel Leviard attend le retour de Frédéric Biancalani, dont la frappe est contrée. Frédéric Biancalani qui venait de faire son entrée en jeu. Et les Nancéens qui poursuivent leurs efforts, ils sont bien en place, ils gèrent parfaitement leur match. Christophe Bastien prend sa chance. Il a été Christophe Bastien une fois encore l'un des meilleurs Nancéens ce soir, mais Fabien Coll est aussi impeccable que son compère Frédéric Roux. On est dans les toutes dernières secondes. Gérald de Baticle, la remise de Stéphane Carnot pour Cyril Jean qui pique son ballon par-dessus Frédéric Roux qui doit enfin s'incliner à 2 minutes seulement de la fin. Cyril Jeunechamp, c'est son premier but de la saison. C'est en revanche la 6e passe décisive de Stéphane Carnot, le meilleur buteur et meilleur passeur auxerrois. Les Auxerrois qui n'avaient plus ramené de points en déplacement depuis leur match nul à Lens le 17 octobre dernier, de partout. De quoi assombrir Laszlo Bologna et les Nancéens. Et oui, les Nancéens qui le confirment, ils sont plus performants à l'extérieur que sur leur pelouse. Toujours pas de victoire pour Auxerre à l'extérieur, mais c'est le 4e nul cette saison. On parle de Lorient-Lens maintenant. Les Lensois éliminés mercredi en Ligue des Champions et qui sont bien décidés à présent à récupérer le temps perdu en championnat pour revenir très vite dans la zone européenne. Mais ce soir, leur déplacement n'est pas de tout repos car les Lorientais viennent de l'emporter à Sochaux. Ils veulent confirmer. Ce soir, une victoire des Merlus leur permettrait certainement de quitter la zone de relégation. Beaucoup de motivation donc de part et d'autre. Envoyé spécial 2 jours de foot à Lorient, Thomas Guichard. Oui Hervé, en effet, beaucoup de motivation de part et d'autre, surtout que les Lensois restent sur 4 défaites consécutives à l'extérieur, donc ils espèrent bien, avant d'aller chez les 2 autres promus en début de semaine, dans le courant de la semaine, engranger une nouvelle victoire. Mais ce sont les Lorientais qui dominent ce début de rencontre, avec cette percée de locaux qui bute sur Varmuz, Emerson ensuite, et Valérien Ismaël qui détourne ce ballon sur sa ligne. On le voit, les Lorientais ont beaucoup mieux pris commencé ce match que les Lensois. Et Emerson est à 2 doigts d'ouvrir le score dès la 3e minute, mais Ismaël est sur sa ligne. Daniel Leclerc et Gervais Martel se font un peu de soucis. On attend la réaction de Lens. Elle arrive peu après le quart d'heure de jeu sur ce centre de Vérel pour la tête de Marc-Vivien Faué. Et c'est l'ouverture du score. On joue la 16e minute. Marc-Vivien Faué, titulaire pour la première fois de la saison, qui ouvre le score. C'est son premier but de la saison. Il a son dernier but en championnat, remonte à mars dernier, une victoire 3-0 face au PSG. Et Marc-Vivien Faué qui fête là donc son retour comme titulaire dans l'équipe lensoise. Et la déception d'Angelo Hugues. Lens mène donc 1-0 ici au Moustoir. On retrouve les Lorientais dans le camp lensois avec ce corner de Pedron pour la tête d'Emerson. Une tête qui passe à côté de la lucarne droite de Varmuz. Les occasions de cette première période sont tout à l'avantage des Bretons, avec une nouvelle percée de locaux vraiment intenable dans ce match. Il efface 2 joueurs, remet en retrait pour la frappe de Pedron, mais cette frappe n'est pas cadrée. Stéphane Pedron, le meilleur joueur de D2 l'an passé. On est maintenant en seconde période et le match change complètement de physionomie avec ce mauvais contrôle de Fischer et cette percée de Vérel, mais très bonne sortie d'Angelo Hugues dans les pieds de l'attaquant lensois. Les Lorientais avaient beaucoup mieux démarré le match en première période, mais ce sont les Lensois, les champions de France en titre, qui prennent le jeu à leur compte. On arrive maintenant à la 66e minute avec cette balle pour Stéphane Pedron et son pied gauche, un centre pour la reprise de locaux. Et c'est le but, l'égalisation pour les Lorientais. Tout le monde se regarde un petit peu parce que vous allez le voir au ralenti. Locaux devance Ismaël, Varmuz se couche, mais le ballon ne franchit pas la ligne. On le voit et après, ce ne sont que des contestations. Il n'y a pas
but. Je vais promets, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Comment vous avez pu le voir? Il a pris son nom conscience. Il a pris son Non, il n'y a pas de but. Nul, je te jure. Les Lensois sont furieux. Guillaume Varmus recevra même un carton jaune. Et on le voit sur ce ralenti. Le ballon ne franchit pas la ligne. Et pourtant, Monsieur Vessière va confirmer l'avis de son juge assistant. Et donc, Lorient égalise à la 66e minute. Du coup, les Lensois se ruent à l'attaque avec Moreira qui bute une nouvelle fois sur Angelo Hugues. Angelo Hugues impeccable dans cette rencontre. Toujours un partout. Les Lensois toujours à l'attaque qui essaie de empocher 3 points avec une nouvelle hésitation de Fischer. Moreira de nouveau et c'est le poteau cette fois-ci qui repousse les velléités offensives de Lens et de Daniel Moreira. Ce sera la dernière occasion de la rencontre. On en reste là. Score final 1 partout et la déception de Guillaume Varmus, car vous comprendrez bien, tout le match, tout l'intérêt de ce match repose sur ce but accordé aux Lorientais et qui, vous l'avez vu sur les ralentis, et ce but n'était pas valable. Mais score final 1 partout entre Lorient et Lens. Et voilà, et c'est un résultat dont ne satisferont certainement pas les Lensois. Alors ils sont décidément malheureux, les Lensois, avec les décisions arbitrales depuis quelques semaines. Ce fameux but, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça, de Patrice Loco. On va revoir les images, Natacha Fitossi va nous les envoyer et constater effectivement la télé parfois ça ne pardonne pas. On va suivre la trajectoire de ce ballon et constater qu'effectivement Varmus pose la main sur la balle alors qu'elle est assez nettement devant la ligne de but. Ce but donc n'aurait pas dû être accepté, mais bien entendu M. Vessière a certainement suivi également une indication de son juge de ligne qu'on aperçoit d'ailleurs au deuxième plan remonter le long de la touche et donc indiquant ainsi à M. Vessière que pour lui le but était valable. On a entendu Varmus également avec cette séquence de son qui était intéressante. On entendait Varmus dire « je te jure » à Gilles Vessière. Alors justement, Guillaume Varmus, on va l'entendre après le match, bien entendu. Il était assez remonté, de même que le président Gervais Martel. Et Carl Olive lui a demandé donc de confirmer son sentiment sur cette phase de jeu. Guillaume Varmus. Honnêtement, moi je suis dans mon but, mais je pense que d'abord le premier arrêt que je fais, j'ai la main sur la ligne, et puis le ballon rebondit devant la ligne, et puis le deuxième je l'aplatis comme ça d'une main, mais à aucun moment il me semble que le ballon est rentré dans le but. Et tout de suite vous vous précipitez vers l'assesseur de M. Vessière? Simplement parce que d'où il est placé, vu que j'ai mon corps, si ça avait été l'action, on aurait été de l'autre côté, bon ça aurait été plus facile pour lui de voir le ballon rentrer ou pas, mais là j'ai mon corps qui doit gêner devant, donc je suis pratiquement sûr à 100% que lui ne peut pas voir l'action. Et c'est la preuve puisque le ballon n'est pas rentré. Bon, simplement, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que j'étais persuadé que l'arbitre du centre, M. Vessière, avait vu que le ballon n'était pas rentré et que malgré ça, il a accordé le but parce que son juge de touche lui a signalé qu'elle était rentrée. Donc, moi, je suis allé le voir à la fin simplement pour lui dire qu'il avait peut-être le temps justement de prendre le temps de discuter, que lui ne l'avait pas vu et de ne pas accorder le but. Maintenant, lui me dit qu'il n'avait rien vu et qu'il a suivi son juge de touche. C'est comme ça. Voilà, il a retrouvé son calme, beaucoup de sérénité malgré tout et de sportivité chez Guillaume Varmus. On va écouter l'arbitre Gilles Vessière. Carl Olive lui a demandé également sa réaction après tous ces problèmes et toutes ces contestations, aussi bien du côté du président que des joueurs. On écoute Gilles Vessière. Moi, sur ce coup-là, je ne peux pas prendre de décision, car placé comme je suis placé dans le jeu, je ne peux pas dire, et je l'ai dit à Guillaume à la fin du match, je ne peux pas dire si le ballon est rentré ou pas rentré, mais j'ai un assistant, il a pris une décision, il estime que le ballon est rentré, donc à partir de là, je l'ai suivi, j'ai accordé le but. Tout simplement. Maintenant, pour revenir sur l'introduction de la question au niveau de la colère des dirigeants lensois, je leur dirais que ça fait 9 saisons que j'arbitre le Racing Club de Lens et je crois qu'ils peuvent regarder depuis 9 saisons les rapports qu'ont Gilles Vessière avec le Racing Club de Lens. Ils ne méritent pas la colère. Guillaume Varmus nous dit être venu vous voir pour vous demander finalement peut-être de revenir sur cette décision ou pourquoi pas d'aller voir.
Voilà, c'était au micro de Karl Olive. Ce sont les aléas du football, bien entendu, et ça va faire parler, en tout cas, tous ceux que le football intéresse. Et bien entendu, M. Vessière a arbitré et a jugé en son âme et conscience. Les arbitres également, ça leur arrive de se tromper. Alors hier soir, il y avait 2 matchs avancés dans cette 18e journée des championnats. Et le Football Club de Nantes se déplaçait du côté de Strasbourg. Les Nantais, auteurs d'un excellent début de partie, avec, vous allez le voir, dès la 6e minute, une occasion signée Darocha et un arrêt, alors assez exceptionnel, de Wenzel, le gardien alsacien. Exceptionnel et original, regardez, il le prend dans la poitrine sur la première tête, une deuxième tête, et là c'est avec le bras droit en arrière qu'il arrive à repousser ce ballon. 2 minutes plus tard seulement, nouveau corner pour le Football Club de Nantes, et cette fois c'est l'Argentin Nestor Fabri qui est monté et qui ouvre le score. La Wenzel est moins heureux. Fabri avait déjà marqué ce genre de but contre Monaco, 1-0 pour les Nantais. À la 35e minute, les Strasbourgeois, également de la tête, reviennent au score avec Echouafny dans un premier temps. Et puis au tout dernier moment, Conté qui détourne le ballon et qui bat Loussoirne 1-1. C'est le score à la mi-temps en tout début de seconde période. Superbe but vraiment d'Olivier Monterrubio dans la lucarne de Wenzel. Vous allez le voir avec une caméra du côté opposé, la trajectoire magnifique de cette frappe de Monterrubio, 2-1. Et puis donc dans les 3 dernières minutes, encore une décision arbitrale qui fera parler, avec ici Conté qui semble un petit peu aller chercher ce pénalty dans la surface nantaise. L'arbitre a sifflé et Bertin en profite pour taper plein centre et égaliser. Donc match nul entre Nantes et Strasbourg. C'était donc à la Méno à Strasbourg. Autre match disputé hier soir, c'est Rennes-Montpellier au stade de la Route de Lorient avec les Rennais qui ont ouvert le score. Les Rennais qui sont en rouge à la 26e minute sur ce corner et cette tête de Shabani Nonda, le Burundais, qui inscrit là son 9e but de la saison. Égalisation Montpellier-Rennes par Gravelaine qui donne à Timothée et Timothée marque lui son 6e but en championnat, 1-1. En tout début de seconde période, Xavier Gravelaine sera expulsé pour des propos déplacés envers l'arbitre assistant. Et puis un quart d'heure de la fin, M. Glochon siffle le pénalty pour une faute sur Gousset. Alors c'est Bardon qui va le frapper. Il tire et Flukinger, regardez, avec le tibia droit, repousse la frappe de Bardon, toujours 1-1. Coup de théâtre, d'autant que 2 minutes plus tard, Mahouvé sert Delay qui marque son 6e but. On se dirige donc vers la première victoire à l'extérieur des Montpelliérains. Eh bien non, car les dernières minutes vont être fantastiques avec, à la 84e minute, Bardon qui égalise et qui se venge du pénalty raté de tout à l'heure. Et puis, dans les arrêts de jeu, vous allez le voir, Sommeil qui s'arrache pour donner à Nonda. Nonda pour Gousset. Gousset, une frappe croisée, splendide. 3-2 pour les Rennais de Paul Le Guen, grâce à cette superbe frappe croisée de Nicolas Gousset. Victoire donc de Rennes. Et Rennes qui, grâce à ce résultat, on le verra tout à l'heure, conserve sa 3e place. Alors retour au match de ce soir avec, je vous le disais tout à l'heure, une rencontre reportée, c'est Sochaux-Monaco. On va voir tout de suite les images que nous envoient Vincent Alix et Jean-Pierre Turotte. Avec Monsieur Le Dentu, l'arbitre, qui a inspecté la pelouse, ou plutôt ce qui ressemblait de moins en moins à une pelouse. Alors il faut savoir qu'il y avait 30 cm de neige il y a 3 jours, il faisait moins 7 degrés dans la région socialienne et puis subitement la température est montée à plus 7 degrés, une amplitude qui explique bien entendu l'état de cette pelouse. Monsieur Le Dentu sera demain à 11 h sur cette fameuse pelouse et il décidera si oui ou non la rencontre se jouera demain à 15 h. Et donc les Monégasques sont bien entendu restés sur place. Je pense que le terrain sera impraticable demain aussi, mais le règlement veut qu'on reste et que la décision soit prise demain matin à 11 h. Et après cette décision, on essaiera de s'adapter. Je suppose que vous auriez préféré rentrer dès ce soir. Mais à quoi ça sert d'avoir des préférences ou pas? Le règlement veut qu'on reste, alors on reste. On va essayer de regarder jour de foot ce soir, non? C'est ça? Jean Tigana, vous pouvez continuer à nous regarder. Alors Sochaux-Monaco aurait été la première rencontre d'une série qui oppose ce soir les formations de tête aux clubs qui jouent le maintien. C'est également le cas du côté de Toulouse, où Toulouse reçoit Lyon. Lyon est son héros de Bruges, Alain Caveglia, auteur d'un hat-trick en Belgique et qui a donné la qualification à son équipe pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Du côté de Toulouse, il y a eu un bon résultat 0-0 au Parc des Princes, mais il ne fait pas oublier ce résultat, la dernière place. Et puis la série de 8 matchs sans victoire, série en cours et série à interrompre absolument ce soir au Stadium. Un Stadium où nous allons retrouver immédiatement Philippe Genin.
Et les Toulousains ont encore en mémoire la lourde défaite du match aller 6-1, mais ce soir il faut tenir, il faut gagner. Et attention à Jo qui tente sa chance ici. Ça passe à côté du but de Grégory Coupé. Des Toulousains très en forme en début de rencontre et dans un schéma tactique comme face au Paris Saint-Germain. 5 défenseurs derrière et des attaquants qui bougent devant, comme Petrovic qui a passé Uras, qui a remplacé Carteron blessé. Et la tentative de Petrovic qui file devant le but de Grégory Coupé. Le meilleur buteur du Toulouse Football Club avait l'occasion là d'ouvrir le score face à l'Olympique lyonnais. Des Lyonnais malmenés, fatigués, mais des Lyonnais qui tentent de prendre le jeu à leur compte avec une tentative de Grassi directement dans les bras de Teddy Richer. Grassi qui faisait son retour puisqu'il était suspendu mardi en Coupe d'Europe face à Bruges. Et attention à ces Toulousains avec une tentative ici de Marzi qui passe tout près du poteau de Coupé. Petrovic, lui, il a vu ce ballon filer devant le but. Il a pensé à l'ouverture du score, mais ça ne passe pas pour l'instant. Et voyez Bernard Lacombe inquiet, fait courir, mais pour l'instant, ce sont les Toulousains qui galopent avec Jo. Jo qui peut donner ce ballon à Diatta qui tente sa chance. Un ballon qui passe à côté. Guy Lacombe prend des notes. 0-0 à la mi-temps. Des Toulousains bien en place, mais qui n'arrivent toujours pas à marquer. Jo qui a jailli, Petrovic, puis Diatta, grand pont sur la ville. Diatta dans la surface, Diatta qui est passé, il va pouvoir centrer. Et ce ballon qui est détourné in extremis par Hubert Fournier. Grand rush de Lamine Diatta, qui a fait un très bon match ce soir, comme la plupart des joueurs du Toulouse Football. Et décisif sur ce coup. Regardez Malm, malheureux face à Sochaux, il avait manqué un pénalty. Et bien là, il ne marquera pas face au gardien de l'Olympique lyonnais. Des Lyonnais qui tentent le tout pour le tout en fin de match avec un ballon pour Grassi, donné par Dorasso. Grassi qui tente sa chance, mais ça passe largement à côté du but de Teddy Richer. Petite explication avec Caveglia qui attendait peut-être le ballon, mais les deux joueurs s'étaient excentrés sur le côté gauche. C'est terminé. Bernard Lacombe s'en sort pas trop mal. Ces joueurs étaient fatigués, mais nul important pour eux à l'extérieur. Alors que l'équipe de Toulouse, la formation de Guy Lacombe, eh bien, concède un 5e match nul à domicile. Ah ben vous voyez comme quoi le football n'est pas une science exacte. Philippe Jeunin nous rappelait qu'au match aller, Lyon et Toulouse avaient offert au public 7 buts, 6-1. Ce soir, il n'y en avait pas du côté du stadium. On en vient à la lutte pour la première place et au joli mano à mano auquel se livrent Bordelais et Marseillais. À mi-parcours, ce sont donc les Bordelais qui étaient en tête, mais ceci au bénéfice de la différence de but. Autant dire que la lutte continue et que le moindre faux pas est interdit aussi bien côté bordelais que marseillais. Les Marseillais accueillaient ce soir au stade Vélodrome le Football Club de Metz. L'équipe messine réussit plutôt bien depuis quelques temps lorsqu'elle se déplace en Provence, mais les Olympiens n'ont plus gagné depuis 3 rencontres. On les imaginait mal ce soir se faire piéger devant plus de 55 000 supporters. On retrouve David Berger à Marseille. Oui, après la dissipation des fumigènes du début de match, eh bien ressurgit le souvenir de l'an dernier à ce même stade de la compétition, c'est-à-dire au début des matchs retour. Eh bien les deux équipes étaient au coude à coude en tête du classement. Metz était champion d'automne avec 1 point d'avance sur l'OM. Aujourd'hui, bien sûr, la situation est bien différente, car au classement, 19 points séparent les deux équipes. Hiérarchie respectée d'entrée de jeu, avec ce slalom de Titi Camara au milieu de Mérieux et de Pascal Pierre. Bon ballon en retrait pour Florian Maurice. Première occasion marseillaise de Maurice. Ballon non cadré. Maurice titularisé aux côtés de Camara et de Ravanelli, que l'on va retrouver dans l'un de ses domaines de prédilection. Le coup franc somptueusement tiré et c'est le poteau qui sauve Lionel Letizy. Grosse alerte pour les Messins et les Marseillais qui ratent d'entrée l'ouverture du score. Match particulier aussi pour Robert Pires qui retrouvait son ancienne équipe. Il avait d'ailleurs marqué son tout premier but chez les professionnels il y a 5 ans avec Metz sur ce même terrain du Vélodrome. Retrouvaille aussi pour Mérieux face à l'équipe qu'il a formée, Marseille. Mérieux qui a tiré ce corner et ce ballon qui reste dans la surface pour Gaillot à la lutte avec Porato et ensuite David Régis qui rate l'immanquable. Il a complètement dévissé alors qu'il avait le but grand ouvert. Grosse alerte pour des Marseillais un petit peu par manque de vigilance en ce début de match, en tout cas des Messins qui contre toute attente eh bien, font quasiment jeu égal avec l'OM. Une première demi-heure très équilibrée et des Messins assez plein de bonnes intentions. Mais les Marseillais trouvent tout de même aussi de bonnes combinaisons avec Ravanelli qui peut servir en profondeur Florian Maurice. Nouvelle tentative du meilleur buteur marseillais et encore manque de réussite devant le but avec un retour décisif de Castendutch.
Laurent Blanc qui essaie d'orchestrer un petit peu le jeu marseillais. On essaie de trouver des espaces sur les côtés, mais il n'y en a pas. Alors bien Camara se lance dans un exploit individuel, une chevauchée en solitaire, une frappe victorieuse et Marseille qui trouve l'ouverture après 28 minutes de jeu sur un exploit en solitaire de Titi Camara, le chouchou du public surtout depuis qu'il a marqué le but de la qualification face à Monaco. C'est son 4e but de la saison, plein de puissance et surtout la précision, les yeux rivés sur le ballon. Camara qui trouve l'ouverture et qui permet à Marseille de mener 1-0. Alors un avantage, c'est vrai, qui n'est pas immérité, mais qui est dur, sévère pour des Messins qui, on le rappelle, n'ont pas démérité, mais qui vont tout de suite tenter de réagir. Avec un coup franc pour Frédéric Mérieux, le pied gauche du meneur de jeu messin directement, mais sans danger pour Stéphane Porato qui avait bien fermé l'angle. Et Joël Müller se demande bien quelle solution il va pouvoir trouver pour essayer de remonter ce score. Peut-être grâce à Bruno Rodriguez qui ici est pris en tenaille par 3 Marseillais. Et regardez Rodriguez qui a le tort de s'énerver et de lancer le ballon sur l'arbitre monsieur Kalt. Résultat, pour ce geste un petit peu stupide, il va prendre un carton jaune. Mais ensuite il va protester. Résultat, c'est la sanction suprême. Le rouge pour Rodriguez. Metz à 4 minutes de la fin, réduit à 10 contre 11 et Rodriguez qui revient déjà de suspension mais qui va rater le match contre Bastia lors de la prochaine journée. Les Messins réduits à 10 mais qui continuent d'essayer d'égaliser avec ce missile adressé par Danny Boffin. Et regardez l'envolée très spectaculaire, tout le talent de Porato qui a dévié le ballon sur la barre transversale. On a ensuite vu le corner qui ne donnera rien, mais la relance de Stéphane Porato est superbe pour Titi Camara qui lui prend le meilleur devant deux Messins et qui trouve ensuite la passe décisive pour Florian Maurice. 2-0, quel coup de théâtre en 2 minutes. On est passé d'une situation finalement de 1 but partout à ce score de 2-0 maintenant pour Marseille. La passe décisive de Camara et le 10e but cette saison de Florian Maurice. Il est quasiment écœuré à la mi-temps, Joël Müller, d'autant que les Marseillais poussent avec Robert Pires qui s'est heurté à Letizy et ensuite Florian Maurice qui rate le cadre. Nouvel arrêt réflexe de Letizy. On en est à 2-0. Et les Marseillais jouent vraiment de facilité. Mais attention à l'excès de confiance parce que les Messins n'abdiquent pas, refusent de se contenter de ce résultat et poussent pour essayer de revenir dans la partie. Ce coup franc de Mérieux ne donnera rien. Porato toujours aussi vigilant. Mérieux qui trouve encore la belle ouverture pour Franck Rizzetto qui vient de faire son entrée. Rizzetto qui va frapper et nouvelle détente exceptionnelle de Porato. Irréprochable jusqu'à présent. À Marseille qui détient toujours la meilleure défense de première division et qui surtout n'a plus encaissé le moindre but depuis pratiquement 3 mois. Alors peut-être fin de série sur cette frappe de David Régis. Cette fois elle était bien cadrée. Et encore Porato sur la trajectoire qui a le sourire. Il réalise pour l'instant un sans faute. On joue les dernières minutes de ce match. Ballon pour Pires. Jocelyn Gourvenec a fait son entrée. Et bien justement Gourvenec il est servi et il marque. Il était passeur décisif mardi dernier en Coupe d'Europe. Là il marque. Il avait aussi marqué au match aller. Et bien là, la complémentarité entre Pires et Gourvenec. Pires passeur, Gourvenec finisseur. 3e but de la saison et surtout 3-0. C'est lourd, c'est dur pour Metz. Première victoire de l'OM depuis 4 matchs. Pires qui finalement a joué un bien vilain tour à son ancienne équipe Metz qui décidément va se résigner plus que jamais à jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est important de voir 2 joueurs qu'on placé en concurrence, Pires et Gourvenec, qui se passent le ballon pour des passes décisives et qui sont heureux ensemble. À Marseille qui renoue donc avec la victoire de Fort-Belmadier. On va écouter quelqu'un pour qui cette rencontre était un petit peu particulière. C'est bien entendu Robert Pires, l'ex-messin de l'OM. Il répond aux questions de Dominique Armand. Robert, ce soir, contrairement au match aller, vous étiez titulaire. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti en affrontant vos anciens partenaires comme ça pendant 90 minutes? Ce que j'ai ressenti, plein d'émotions, surtout par rapport à ce que j'ai pu vivre au FC Metz, à ce que j'ai pu faire tout simplement, parce que pendant 6 ans, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, bien sûr, si je suis à l'OM, c'est tout simplement par rapport à mes prestations que j'ai pu faire en Lorraine. Donc un grand plaisir de retrouver Joël Müller, de retrouver Carlo Molinari, de retrouver mes anciens coéquipiers. Mais bon, vous savez, pendant 90 minutes, il fallait oublier tout ça. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait basculer cette rencontre? C'est l'exploit individuel de Titi Camara ou l'expulsion de Bruno Rodriguez? Bon, je crois que c'est tout simplement Titi qui
c'est Titi qui a mis le feu un peu dans la défense messine, tout simplement parce qu'il l'a perforé, il a frappé des 18 mètres, en plus il a trouvé la faille. Donc ça nous a libéré, ça nous a permis d'enchaîner les actions, d'enchaîner les occasions. Puis bon, par la suite, bien sûr, on a eu un coup de pouce, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, il y a eu l'expulsion de Rodriguez qui nous a laissé beaucoup d'espace au milieu de terrain. Puis bon, après, en imposant notre style, notre jeu, je crois que c'était tout à fait logique que l'Olympique de Marseille s'impose ici de nouveau face à Metz. Merci. Merci à tous. 3-0, victoire importante également pour la différence de but, parce que les Bordelais maintenant savent ce qu'il leur reste à faire s'ils veulent rester en tête du classement. Ils doivent gagner, et si possible en marquant beaucoup de buts. Des Bordelais visiblement fatigués, on l'a vu lors du match de Coupe d'Europe contre les Grasshoppers de Zurich. Et puis il faut ajouter des petits problèmes d'effectifs du côté des Libos, privé ce soir d'une partie de sa défense. Alors on va retrouver en direct du Parc Lescure Denis Balbir. Ça sentait un petit peu le match piège contre cette équipe du Havre en quête de points, Denis. Oui, vous avez tout à fait raison, Hervé, ça sentait le match piège. Vous l'avez dit, défense remaniée, en particulier la charnière centrale à Licard-Savelgic, la fatigue, en plus sur une pelouse du Parc Lescure qui est injouable. Et puis c'est l'an dernier contre une équipe qui luttait pour le maintien en première division que Bordeaux avait perdu son dernier match le 13 décembre 97, une date à retenir. Cannes s'était imposé sur penalty, but de Vandenborg. Je vous propose de voir le résumé préparé par Thierry Dayan. C'est parti, Bordeaux-Le Havre. Avec des Havrais en jaune, la touche change de main était une touche bordelaise. Mikou, Benarbia, ils sont là. Benarbia, lui, est moins fatigué que les autres. Il n'a pas joué en Coupe d'Europe, même s'il a livré un match amical avec l'Algérie. C'était jeudi. Lilian Lastland qui tient bien debout. Kaba Diawara et le but de Lilian Lastland qui a continué son action comme il en a l'habitude. Kaba Diawara qui est entré, qui est titulaire à la place de Sylvain Wiltord, forfait de dernière minute. Regardez l'incursion, la puissance, la volonté de Lastland. Diawara, Lastland qui continue et qui marque son 7e but de la saison. Il avait inscrit déjà un but au match aller. Bordeaux s'était imposé au stade Jules Deschazos chez Cassar sur le score de 3-2. Kiki Moussampa, autre entrant. Avec Mikou. Torres Mestre, on joue encore les toutes premières minutes de ce match. Mikou et Benarbia qui vient couper au premier poteau, qui a inscrit là son 3e but de la saison dans son style particulier, c'est-à-dire qu'il vient traditionnellement, par tradition, donc couper la trajectoire des ballons. Il l'avait fait contre le Paris Saint-Germain lors de la première journée. Et là, c'est magnifique. 3e but pour Benarbia cette saison en passeur. Johan Mikou qui est parfait comme d'habitude. Alors Bordeaux qui assoit sa victoire, pourrait-on dire. Joël Beaujouan et Thierry Huvenard en discutent parce que l'équipe du Havre est complètement débordée par les événements. Grenet a effectué cette touche, une équipe, un collectif bordelais toujours au point. Kaba Diawara qui veut montrer à son entraîneur Eli Bope qu'il mérite une place de titulaire, ça on le sait depuis quelques temps. Regardez le festival face à Hénin. Il décale et la reprise de Mikou au-dessus de la cage de Stéphane Cassar. Déçu, Johan Mikou, mais regardez, petit pont de Diawara pour retrouver l'un des meneurs de jeu de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Ce sera au-dessus de la transversale de Stéphane Cassar. Un petit peu diminué par des problèmes et finalement titulaire ce soir. Belle ouverture pour Prat. Prat, hésitation de Ramé. Finalement, il le choisit Bekanovic. Hésitation de Prat, hésitation de Ramé. Et toujours le Havre qui n'arrive pas à marquer. Romain Ferrier enlève ce ballon. 2-0 à la mi-temps. Eli Bope demande à ses joueurs de gérer la rencontre et cet avantage contre l'orienté de Lilian Lastland. Époustouflant de qualité. Un centre finalement qui va échouer sur Benarbia. Le petit Guinéen Fainduno vient de faire sa rentrée. Fin de corps, un crochet. Il est magnifique ce joueur. 17 ans et demi, on l'annonce comme une perle du football girondin. Il avait joué un match intéressant contre l'Athletic Bilbao. Torres Mestre, lui, a frappé au-dessus. Il n'a toujours pas marqué avec les Girondins en match officiel. Fainduno face à Paulet. Benarbia. Moussampa, Lastland qui se décale, qui s'ouvre le chemin du but et qui marque. Doublé de Lilian Lastland. Il avait déjà signé un doublé contre Nancy. Et Cassar malheureux parce qu'au match aller encore, il y avait eu un autre Bordelais, auteur d'un doublé, c'était Sylvain Wiltord. Spectateur ce soir, Lastland qui s'ouvre le chemin de la cage havraise. Quel travail, quel match de Lilian Lastland à la récupération, à la finition. Il a pesé sur la défense havraise. Et il marque 3-0 pour les Girondins de Bordeaux.
L'addition est terrible pour les Havrais. Côté gauche, Torres Mestre. Passe dans la profondeur pour Bruno Darocha qui frappe. C'est à côté du cadre. Il aimerait bien imiter son frère Frédéric Darocha. Sensationnel avec les Monterrubio et les autres football clubs de Nantes en ce début de saison. Et là encore, récupération bordelaise. Toujours Darocha. Frappe et Cassard touche ce ballon. Il déviera en corner. Bordeaux assoit sa victoire. Score de 3-0. Les Havrais dépités à l'image de leur capitaine Paulet. On a montré nos limites. On ne sait plus jouer au football. C'est un constat. Maintenant, on va recevoir Rennes à domicile. Il nous faut les 3 points. Sachant que derrière, on va à Marseille. Aujourd'hui, je suis désabusé, quoi. Bordeaux n'a encaissé que 3 buts ici. Okocha, Delaye et Océano pour Bordeaux. La spirale de la réussite continue. Et oui, 3-0 pour Marseille, 3-0 pour Bordeaux. Le rythme d'enfer également continue. On va se remettre dans l'œil les résultats complets de cette première journée des matchs retour grâce à Jérôme Breton. 21 buts marqués ce soir, aucune victoire à l'extérieur. Sochaux-Monaco, ce sera peut-être demain à 15 h, mais plus vraisemblablement reporté à une date encore indéterminée. Au classement, donc Bordeaux, Marseille et Rennes ont gagné. C'est important pour les 3 places désormais réservées pour la Ligue des Champions, la future Ligue des Champions, car Lyon n'a pas gagné, Nantes non plus, et Monaco n'a pas joué. En bas de tableau, Lorient sort de la zone de relégation, mais il ne faut pas oublier également que les Sochaliens n'ont pas joué. Ce sera important, leur match contre Monaco. Si vous êtes... voilà, le classement des buteurs, c'est important. Wilton n'a pas marqué, Maurice a marqué, Nonda aussi, Laslan 2 fois, Né 2 fois. Ça se bouscule au portillon. Puis il y a une journée, attention, dès la semaine prochaine, 2 matchs avancés sur Canal et Canal Vert mardi, et puis mercredi, un prochain rendez-vous avec Jour de foot. Si vous jouez au Loto Foot, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous les rapports du Loto Foot en composant le numéro du 08 36 68 30 68. Vous aurez les rapports de ce Loto Foot dès la fin de l'émission. Rapidement, les résultats du National, puisqu'on a vu la D2 tout à l'heure en début, pour vous dire que les 2 leaders ont gagné. Louan-Cuiseaux 2-0 contre le Paris Football Club, Créteil 4-0 contre Passy-sur-Eure. La seule surprise, c'est la défaite de Valenciennes à Mulhouse. Mulhouse qui est plutôt en bas de tableau. Et puis Angoulême, c'était une petite erreur. 4-2, Angoulême a gagné à Saint-Priest. Voilà le classement.